Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouvel épisode du podcast L'État financier. Donc encore une fois aujourd'hui en compagnie de mon collègue Gabriel. Salut tout le monde, salut JP. Et pour ce nouvel épisode de la saison 4, on vous fait un au son de la cloche et l'instant économie. Alors, encore une fois, on est quand même, on a un petit peu changé notre format. On dirait qu'on est dans des places au débat semi assez fréquents dans les derniers épisodes, étant donné qu'on n'a peut-être pas toujours le même avis, Gab et moi, ce qui est bien. Vous allez d'ailleurs voir là, le premier sujet qui, on doit dire, là, pour ceux qui nous écoutent depuis déjà plusieurs saisons, plusieurs mois, pour votre info, c'est un des sujets qui était au top de la liste lorsque Gab avait probablement fait une nuit blanche chez lui à écrire à peu près 55 C'est sujets fou. potentiels par Je vois. texto que je me réveille le lendemain matin chez moi en voyant tellement de messages manqués et des sujets. Donc vous allez voir le premier, je fais pas de spoiler tout de suite, mais était un de ceux qu'on avait dans le four depuis assez longtemps, mais on l'avait laissé de côté, donc Gab sera probablement très intéressé à en parler. Et le deuxième aussi, très intéressant, également sujet d'actualité, un peu lié encore une fois à ce qui se passe au niveau de la crise en Ukraine, et également un sujet inspiré on aimerait cher ami, mais d'une forte inspiration, notre cher Wendover, qu'on mettra d'ailleurs en référence, qui va être un super bon contenu là-dessus, donc on va le Exact. sommariser et revenir un petit peu dans le passé également. Mais avant toute chose, aujourd'hui, étant donné qu'on parle encore une fois un petit peu de manière passive, là, indirecte là, de compagnies listées, je vais te laisser Gab faire le petit disclaimer pour nous lancer dans l'épisode. Oui, ça va être plus un disclaimer, je te dirais, d'ordre plus, encore une fois, d'avis personnel. Évidemment, tout ce qu'on parle, c'est plus notre opinion. Comme vous le savez, dans chaque épisode, il ne s'agit pas d'une recommandation ou d'une opinion tranchée. On vous invite toujours à contacter un expert et à vous renseigner aussi par vous-même afin de prendre les meilleures décisions pour vos finances personnelles. J'en profite au passant de ça pour vous remercier aussi pour vos écoutes, malgré, tu vois, qu'on est sorti des épisodes un peu spéciaux ces dernières semaines, mais tu vois, ça vous a vraiment plu, donc euh, en tout cas des retours que j'ai eus et même du nombre d'écoutes, je très satisfait. Puis si jamais le petit exercice qu'on a fait, en tout cas il y a 2 semaines avec les expos de Montréal, puis la semaine passée avec Liberty Media et la Formula vous a intéressé, faites-nous le savoir, puis ça nous fera plaisir de pouvoir continuer la discussion, puis de même de débattre aussi. Vous le savez, c'est un exercice qu'on apprécie. Tu vois d'ailleurs l'épisode d'aujourd'hui, je le précise aussi, ça va être mon deuxième disclosure, je te dirais. Évidemment, c'est l'affaire est en cours qu'on va discuter, donc évidemment, il s'agit pour le moment des informations des meilleures informations qu'on possède à l'heure où on se parle. Évidemment, la personne dont on va parler, vous allez mieux le comprendre, pour le moment n'a pas été jugée. Donc, et sous évidemment un principe juridique qui est important, c'est évidemment la présomption d'innocence. Donc, c'est selon les informations, donc on utilisera le conditionnel de manière très importante euh, dans cet épisode-là. Donc soyez pas surpris, c'est juste qu'on préfère évidemment utiliser les principes, je te dirais, de légaux et évidemment juridiques qui s'appliquent évidemment à notre contenu. Voilà. Absolument. Donc, merci Gab. Lançons ça donc, renforce l'épisode avec le premier segment au son de la cloche. Parfait. Donc, effectivement, Gab, tu as un peu mis la table également avec la présomption d'innocence, qui est peut-être un des points qui nous amènera à un débat, là, mais on veut vous Exact. parler. On veut vous parler, en fait, c'était pour ceux qui. Vous allez comprendre assez vite pour ceux qui ont entendu ça maintenant, sachant le sujet que je vous nomme à l'instant, qui est l'affaire Carlos Ghosn. Euh, Gab, encore une fois, je le répète, m'en a parlé depuis assez longtemps. Moi, je dois dire, c'était pas un sujet qui m'avait particulièrement interpellé. Là, ça avait pas vraiment touché le marché canadien, on s'entend, et c'est pas une nouvelle financière qui avait été notoire là, lorsque c'est arrivé vers la fin 2018, début 2019. Mais en tombant là-dessus, en faisant les notes justement du début de l'épisode, là, j'avoue que j'ai un mal de tête depuis là, à voir, et je le dis en off à Gab là, à quel point ce scandale-là, et on aime les scandales, justement, on en parle souvent, c'était un des cas typiques qu'on parlait là, des scandales financiers dans la première saison du podcast. Et j'avoue que parmi ceux qu'on a parlé, c'est celui qui est absolument passionnant. Là. On va parler de la chronologie un petit peu et d'où est-ce qu'on en est maintenant, comme tu l'as dit, Gab, et des points de débat là, que Carlos Ghosn peut avoir face entre autres au Japon, là, à la justice japonaise. Mais de voir justement les volets qui touchent, il y a des volets, on va pas tout énumérer bien évidemment ce qui est impacté, là, mais des volets libanais, des volets néerlandais, des volets français, des volets omanais, saoudiens, américains, turcs, japonais. C'est absolument incroyable à quel point ce scandale financier-là va au-delà des frontières nationales. Là.
Donc j'avoue que ça c'est assez impressionnant. Donc Carlos Ghosn, pour une petite introduction, puis je te passe la balle par la suite, Gab, là, était à l'époque le PDG de Renault-Nissan et également de l'alliance Renault-Nissan-Mitsubishi. Résidait à Tokyo dans une magnifique résidence qu'il a dû rester quelque temps une fois qu'il a été mis en accusation et qu'il a décidé par la suite, dans la chronologie, je te laisserai Gab de continuer le spoiler, mais de prendre un petit jet privé qui l'a amené vers le Liban. Mais effectivement, là, c'était un PDG qui, encore une fois, Gab, je pense que c'est un mec qui t'a fait bien. Là. On va pas non plus ternir ce qu'il a fait pour la compagnie et ce qu'il a fait pour le secteur automobile. Je sais que Gab, tu pourras peut-être toucher ou effleurer un petit peu plus ça. Mais c'est quelqu'un qui a été inculpé quand même assez pour des cas quand même assez problématiques, principalement liés à des malversations financières, là, liées principalement à ses rémunérations et les montants sont assez faramineux. Là. Je pense que c'était 4 accusations au final, là, dont 2 liées à des malversations financières, justement, qui sont tombées contre lui. 2 autres également liées à des abus de confiance aggravés, là, mais les principales, bien évidemment, on parle des millions d'euros qu'il a cachés au niveau de sa rémunération dans les documents publics. On s'entend, c'était des sociétés listées, bien évidemment, là, et au total, on parle de près de 69 millions d'euros là, pour une période qui était initialement de 2010 à 2015, c'était un 38 millions d'euros, et de 2015 à 2018, un 31 millions d'euros qui ont été cachés, entre guillemets, là, comme rémunération qu'il avait. Et comme on l'a dit, le point central de ce scandale-là n'est pas forcément ses mises en accusation, mais plutôt tout le fiasco lié à la manière dont il a pu un petit peu se protéger de la justice japonaise jusqu'à maintenant. Tu l'as dit, Gab, c'est une affaire qui est toujours en cours, bien évidemment, datant seulement, comme on l'a dit, de 2018-2019. Mais tout le fiasco de son départ là, par jet privé de Tokyo, c'est toute une histoire. J'ai vu tout le schéma de son départ, là, mais tout ça pour dire que ce stratagème-là qu'il a amené au Liban pour se protéger de la justice japonaise était quand même assez digne d'un film d'action, littéralement. Là. Donc, c'était créer un crime financier potentiel, avec également là, un évitement de justice qui, encore une fois, est absolument passionnant pour un contexte, encore une fois, on dirait que c'est digne des États-Unis, mais au contraire, ça se passe... C'est ce que j'allais te dire, c'est vraiment digne d'un House of Cards, hein, d'une série exact. à gros budget. Là. C'est assez Netflix est sur le point de se dire pourquoi est-ce qu'on n'a pas pensé à ce scénario-là avant que ça se produise en 2018. Exact, c'est complètement fou. Hein, comme affaire, tu l'as pas mal résumé, JP, là, mais en plus, c'est ça qui est assez drôle, enfin pas très drôle pour l'inculpé, hein, mais c'est qu'en fait, il y a plusieurs affaires Ghosn dans une seule, évidemment. La plus importante, c'est évidemment son arrestation, ce qui a causé son arrestation au Japon. On se souvient, il y a quelques années de ça. Là, si je ne me souviens bien, c'était en 2017. Hein, donc ça s'est passé en 2018, tu vois, pardon. Oui, première le 19 novembre. Ouais. Exact. On se souvient tous de cette scène-là où évidemment il a été arrêté dans son jet d'affaires là, quand il venait visiter, en tout cas ses collègues chez Nissan. On rappelle Carlos Ghosn, c'est quand même un PDG à l'époque, en tout cas de sa sortie évidemment de Renault, c'était vraiment vu comme une légende parmi les constructeurs automobiles. C'était vraiment le PDG, je te dirais, en France, vraiment qui faisait notre fierté. Hein, je te dirais, c'était vraiment le monsieur important, je te dirais, à avoir dans ton carnet d'adresses. Alors on se souvient, Carlos Ghosn, c'est quelqu'un qui possède aussi 3 nationalités. Ça va être important ensuite dans l'histoire. Il est non seulement libanais d'origine, et d'ailleurs ça m'a fait rire parce ça c'est notre private joke, mais on a des amis en commun qui sont libanais qui nous disent qu'il s'appelle Guzen, en réalité c'est son nom réel. Il est non seulement libanais, brésilien parce que son père est né au Brésil aussi, et évidemment il a habité longtemps en France, il a fait toutes ses études en France, donc ce qui lui a donné, il a été naturalisé français, donc c'est assez important dans l'histoire parce que il y a évidemment de la merde au cul, tu m'excuseras de l'expression, un peu partout. Et ce qui fait que... Littéralement, le problème, c'est qu'il est littéralement recherché partout, en fait. Interpol, il y a un mandat d'arrêt international, évidemment, qui est donné par lui, évidemment, pour Interpol. Et le seul pays où, entre guillemets, il est à peu près réfugié, c'est au Liban. Parce que la plupart des pays, en fait, n'extradent pas leurs ressortissants. C'est le cas, par exemple, de la France. Le problème, c'est qu'en France, il était recherché pour d'autres malversations financières. C'est qu'on aurait dû le juger pour les crimes ou les délits qu'il a commis, évidemment, à l'étranger, en l'occurrence au Japon. Donc il aurait dû avoir une autre enquête, un autre dossier d'instruction qui aurait dû être déposé en France, alors que le Liban a dit complètement « on abandonne toute charge contre toi, Carlos ». Et bon, bah aujourd'hui,
Et c'est ça qui est assez drôle. D'ailleurs, je vous enverrai un lien d'un sketch que j'ai trouvé très drôle. Au final, il finit chez sa belle-mère. C'est assez. Tout ce merdier pour finalement finir chez ta belle-mère. C'est un peu ironique. Mais bon. Et alors, bon, pour revenir un peu sur l'histoire, c'est vrai que c'est un mélange, évidemment, vraiment d'un drama, d'un feuilleton politico-économique, tu vois. À commencer, évidemment, par des accusations, je te dirais, pour ce qui était accusé au Japon, c'était d'abord une non-divulgation de revenus, en fait. On lui accusait, en fait, de pas divulguer, en fait, les revenus qui lui ont été donnés par le conseil d'administration de Nissan, notamment ce qui concerne, en fait, ses propriétés. En fait, il y avait des propriétés qui étaient le seul à pouvoir utiliser, mais qui étaient au nom de Nissan. Donc ça, c'était le premier problème, y compris des résidences de vacances, tu vois, qui étaient un peu partout à travers le monde et qui avaient été achetées avec évidemment des mécanismes, je te dirais, un peu litigieux, donc notamment avec des sociétés offshore qui étaient basées, si je me souviens bien, en Arabie Saoudite et évidemment dans d'autres paradis fiscaux, notamment ceux qui se trouvent dans les Bermudes et évidemment aux îles Caïmans, notamment des résidences aussi qui étaient basées au Brésil, donc son pays natal. Donc, tu vois qu'il y avait pas mal d'ombriglio, tu vois, qui faisait que c'était la première accusation. La deuxième, et ça je te dirais, c'est le dossier français qui a été pas mal souligné, c'était le problème au niveau de sa réception à Versailles. On se souvient, il y a quelques années, pour son anniversaire et puis pour célébrer en fait le dossier de l'Alliance, en fait, qui était un peu ce regroupement entre Renault et Nissan, qui étaient deux entreprises indépendantes, et ben il avait réussi à avoir par une magouille en fait la location de la salle pour son anniversaire privé payée par Nissan. Et ça évidemment c'est interdit. Tu peux pas séparer, tu peux pas utiliser la comptabilité de ton entreprise pour tes dépenses personnelles. C'est deux choses complètement différentes. Et évidemment, ce serait utiliser l'argent des actionnaires de Renault et donc indirectement aussi de l'État français, parce qu'on se souvient qu'il est actionnaire minoritaire de Renault à des fins personnelles, ce qui évidemment est pas acceptable. Et c'est vrai qu'au-delà, évidemment, de ces deux affaires-là, puis évidemment de toutes ces magouilles de fraude fiscale, parce que là, après, on pourrait aller très loin, euh, on suppose, évidemment, pour le moment, il n'a pas été condamné, donc pour le moment, il est présumé innocent. Euh, Évidemment, ça vient vraiment ternir la réputation, je te dirais, de cette personne-là qui était considérée à l'époque, en fait, comme le cost killer. Hein. On le sait au début en tout cas des années 2000, en fait, fin des années 90. C'est quand même la personne qui a sauvé Nissan. Hein. On se souvient, il a été euh, au début très critiqué au Japon, justement, pour utiliser des méthodes très efficaces, mais qui étaient complètement à l'opposé des logiques japonaises de l'emploi à vie, de pouvoir effectuer des licenciements, de faire de la réorganisation des restructurations d'usines, chose qui était impensable, si tu veux, à l'époque au Japon. On avait une logique, si tu veux, que un employé, c'est quelque chose qu'on investit pour la vie. Il faut avouer que la situation à l'époque économique au Japon était très compliquée, donc tu n'avais pas le choix, si tu veux, de faire des grandes transformations importantes de ton business, et il a été vraiment reconnu pour ça. Et ça a quand même été un grand président de Renault, tu vois, il a quand même contribué vraiment à la transformation de cette entreprise-là. Investi, ça a été un des premiers qui a investi justement dans la voiture électrique. On se souvient, Renault avait été un des premiers à lancer par exemple la Zoé, qui est aujourd'hui vraiment un très gros compétiteur même à Tesla. Ça peut faire rire aujourd'hui nos auditeurs à travers le monde, mais c'était quand même un des premiers véhicules électriques urbains à être lancé, je te dirais, sur le marché. Et je trouve que la cible était très intelligente, en fait, de proposer un véhicule pour plein de personnes, si tu veux, mais qui soit électrique. Et malheureusement, tu vois, ça se finit pas très bien, évidemment, cette expérience-là. Exact, puis c'est un peu là la problématique. T'sais, encore une fois, comme j'ai dit au tout début, le but n'est pas de ternir son parcours professionnel et ses accomplissements dans sa carrière, mais encore une fois, c'est un peu là où le débat entre en ligne de compte, comme tu l'as dit, il y a la présomption d'innocence et c'est un peu le point où euh, le débat est en continu, puis je sais que une des cibles que Carlos Ghosn mentionnait, c'était justement que la justice japonaise était à l'opposé de la présomption d'innocence. Ça. C'était de la présomption de culpabilité, comme il a si bien dit dans plusieurs entrevues. Puis c'est un peu là le clash. C'est à quel point est-ce que cette espèce de lune de miel-là entre un CEO et une compagnie justement qui est en pleine effervescence, soudainement, c'est terminé après les premières accusations et une sortie, encore une fois, un évitement complet de la justice japonaise.
au début, on s'entend, là, parce que c'est plus le cas maintenant. Mais je trouve que c'est un peu triste justement que ça amène cette espèce de débat sur la place publique-là entre un CEO déchu et une compagnie qui est listée, qui doit aussi s'assurer d'éviter que cette enquête-là, qui encore une fois, on est en 2022 et on est encore en train d'en parler, et c'est certain que des nouvelles publiques, c'est certain que des publications continuent à affecter le titre et les actionnaires, tout récemment, justement, il y a encore des éléments de plainte qui sont faits à cause des enjeux que ça a eu sur le cours boursier, les pertes que les actionnaires ont eues. Il y a des recours collectifs qui sont faits, je pense, par plusieurs investisseurs institutionnels externes au Japon, entre autres, je ne sais plus du montant exact, mais étaient justement encore en cours présentement. Et ça montre justement toute la problématique de ces scandales-là quand on tombe justement dans... c'est une chute aux enfers, littéralement. La compagnie se porte pas si mal que ça et elle continue à être listée, mais encore une fois, c'est là où le débat à savoir justement est-ce que la justice japonaise a vraiment agi selon la présomption d'innocence ou selon, encore une fois, le terme de présomption de culpabilité, sachant l'ampleur que Nissan a dans ce pays-là. Ça amène tellement comme tu l'as dit, c'est du géopolitique, financier également. Il n'y a pas un niveau qui n'est pas affecté par cette crise-là et c'est ce qui est absolument passionnant et ce qui, encore une fois, je le répète, m'a donné un bon mal de tête en essayant de casser les sections de ce scandale-là parce que il y a tellement d'éléments, il y a tellement justement de jeux de coulisses qui peuvent être impliqués, d'où le fait que ça fait des années, des années, des années et qu'il n'y a rien d'encore réglé dans plusieurs pays. Je pense que ça montre encore une fois l'ampleur de ce scandale-là et ça montre encore une fois un peu toujours la même logique de notre intérêt des scandales financiers de dire, tu sais, il y a tellement d'éléments. Là, on parle juste d'une logique de rémunération du CEO, on s'entend, là. Et juste cet aspect-là qui est absolument épouvantable, au final, entraîne encore une fois une performance financière qui tombe un peu en deçà des attentes. Euh, tu sais, je sais pas la conclusion que ça aura. J'ai hâte de voir, encore une fois, sachant l'ensemble des inculpations, l'ensemble des éléments et des couches dans les différents pays. Encore une fois, ce qui est un peu embêtant, c'est que d'un domino à l'autre, moi, je le vois encore une fois dans l'ordre un peu macro des choses, de l'impact que ça peut avoir sur une compagnie qui est, encore une fois, un leader de l'industrie automobile mondiale qui n'a pas forcément besoin d'être impacté par le fait que la décision judiciaire va être prise en France, la décision judiciaire va être prise au Japon, va être prise aux États-Unis, aux Pays-Bas, etc. Je veux dire, ça fait beaucoup, malheureusement, de dominos qui ont à tomber, qui ont à être publicisés et qui ont à affecter un cours boursier d'une compagnie qui, au final, continue à produire de très bons véhicules présentement et qui est passée, entre guillemets, à autre chose au niveau de ses activités et surtout de sa conformité réglementaire. Donc, c'est cet aspect-là que j'aime un peu moins dans les longues procédures judiciaires qui sont tout à fait normales. C'est la justice et je ne C'est remets pas en toujours très question. long, malheureusement. Mais voilà, mais je ne remets pas en question ce qui se passe, mais de savoir que lorsqu'on parle d'une compagnie listée, c'est certain que tout ce qui va se produire, que tout le linge sale en bon québécois qui va se laver dans les prochains mois, prochaines années, parce que ça sera certainement pas réglé cette année encore, va continuer encore une fois à affecter une compagnie et plus largement une industrie, parce que c'est pas un petit joueur, Nissan, qui officiellement est, entre guillemets, est passé à autre chose, comme j'ai dit. Donc c'est ce qui m'embête un petit peu dans ce scandale-là, c'est beaucoup de choses. Et encore une fois, Carlos Ghosn est un individu, et tu connais beaucoup plus que moi, encore une fois, dans la situation, mais semble être un individu très extraverti qui ne va se battre pour son opinion coûte que coûte, pour que son histoire soit mise publique comme il le dit. Il va se battre pour justement aller sur la place publique et il est écouté. Il est quand même écouté, il est quand même diffusé et tout. Donc, encore une fois, le clash que ça va avoir sur des investisseurs, moi c'est toujours ça, là, mais le clash que ça va avoir sur des investisseurs de Nissan, alors que tout ce qu'on veut, c'est des... Je ne suis pas investisseur de Nissan, mais tout ce qu'ils veulent, ces investisseurs-là, c'est que la production de véhicules aille bien, pas que France 2 a décidé de faire un reportage sur Carlos Ghosn live from Beyrouth, qui mentionne que la justice japonaise n'a pas été correcte avec lui lorsqu'il était dans son bon vieux jet privé vers Beyrouth. Donc. Après, il faut le comprendre. Là, tu vois, là, je me remets encore une fois plus dans une perspective, pour le coup, neutre, parce que, encore une fois, on ne connaît pas tous les aboutissements, etc. Et puis la complexité de ce dossier, c'est vrai que souvent, ce sont des dossiers qui font plusieurs milliers de pages. Enfin, tu t'inculpes pas quelqu'un, enfin, je le souhaite, en tout cas, t'inculpes pas quelqu'un basé juste sur sur 2-3 emails. Malheureusement, c'est le système judiciaire, et heureusement, en fait, il fonctionne comme ça. Il est conçu, si tu veux, pour que tu aies la présomption d'innocence. Et d'ailleurs, c'est un truc qui m'intéresse beaucoup, je te dirais, le côté, peut-être les auditeurs le savent pas là, mais le côté justice, évidemment avec des pincettes un peu light, hein, évidemment je suis pas loin d'être un expert, mais je trouve que c'est un domaine qui est fascinant, tu vois. Tu peux pas inculper quelqu'un auprès d'un procureur
c'est ça, sans des preuves évidemment importantes. Faut avouer que la justice japonaise n'est pas connue pour être la plus tendre aussi, Certes. étant donné que 99% des accusés sont condamnés au Japon, faut le savoir. Mais ça peut être le reflet de deux choses. Soit ça veut dire que c'est réellement des gens avec des preuves, et c'est-à-dire que c'est clair que leur culpabilité est démontrée, soit ça veut dire que la justice ne fonctionne pas. T'as deux, comment dire, volets à les regarder aussi. Donc je pense que le 99% dit quand même que le Japon c'est un pays très safe aussi, c'est un pays qui a une culture où on respecte, si tu veux, la loi, et surtout les lois, quand il s'agit des lois financières, on sait que souvent c'est toujours plus dur. Hein. On le sait, aux États-Unis, c'est peut-être plus grave qu'un meurtre, le délit d'initié, par exemple. Tu vois, c'est le même exemple au Japon. Au Japon, un vol, par exemple, j'écoutais d'ailleurs, c'est assez drôle. Il y a quelques semaines de ça, tu vois, un blogueur français, que je citerai pas le nom, je pense qu'il mérite aucune attention en particulier, là, mais le type s'est amusé à voler un MacBook de sa copine, en l'occurrence à Tokyo. Mon ami, là, au Japon, là, tu vas directement en prison pour ça, pour un vol. Et c'est pas on te relâche, etc., tu rends le MacBook, etc. Non, non, non. Tu peux aller en prison, tu peux te prendre 10 ans de prison au Japon pour un vol. Quand Donc même. c'est très sérieux. Tu peux pas t'amuser à faire n'importe quoi. C'est un pays où on a des coutumes et on a des lois et qui sont très strictes. Et malheureusement, si tu les respectes pas, eh ben la justice, elle va te faire mal. Et évidemment, la prison, plus au Japon, j'ai pas l'impression que c'est la meilleure ambiance qui soit. Enfin, moi, je paye pas pour y aller, je te l'assure. Et c'est ça qui, évidemment, a été un choc culturel pour nous, Européens. On a tendance à visualiser, ou même Nord-Américains, on a tendance à visualiser la prison quand même comme quelque chose de relativement humain, si tu veux, où on a peut-être des conditions carcérales un peu meilleures. C'est malheureux, mais tu as joué avec le feu et la loi, nul Ouais. n'est censé ignorer la loi, tu vois. Après, on le sait tous, son évasion rocobolesque, évidemment, du Japon, on n'en parlera pas parce que rendu là, ce sera à Netflix ou à son livre de le dévoiler tous les détails avec l'histoire qui s'est échappée dans une boîte de violoncelle ou de sax Mhm. de contrebasse, si je me souviens bien. Tu vois, Avant de se prendre un bon vieux Shinkansen vers Osaka, je crois, pour prendre après ça un vol direct vers... c'est fou, là. Honnêtement, ce truc-là est fou. Tout ça, encore une fois, pas à bord d'une bonne vieille classe éco, là, mais non, un bon vieux jet privé à voilà. chaque moment, là. C'est un truc organisé par même par un ancien agent de la CIA. Enfin, le truc. Absolument, payé par des... il y a des couches dans ce... juste dans l'évasion, il y a des couches. Donc, imagine... L'évasion, on ne parle pas de celle fiscale, encore une fois, là, mais bon, ça, c'est un autre sujet. Oui, exact, exact, exact. De l'évasion aérienne, là, mais effectivement, je pense, c'est un peu ça, je crois que plusieurs auditeurs vont en être au courant, puis on vous invite à en lire, puis un peu plus là-dessus. Là, on voulait, encore une fois, pas tomber dans le vif du sujet, ni dans les détails le plus poussés, parce que je crois que c'est déjà assez médiatisé, ça n'a pas terminé de l'être, comme on l'a mentionné. Mais la petite introduction valait la peine, surtout, je pense, de couvrir un nouveau scandale. Je sais pas, Gab, si tu avais un petit point pour clôturer le sujet, là, mais je crois qu'effectivement, c'est assez. Il y a anguille sous roche, encore une fois. La présomption d'innocence est maintenue. On verra qu'est-ce qui se passe. Et il y a des justices à travers le monde qui ont des décisions à prendre. Donc, ce n'est pas terminé, bien évidemment. Non, c'est juste pour terminer un dernier mot. C'est vrai que comme le dossier n'est pas terminé, encore une fois, c'est très difficile de juger. Il y a énormément de dossiers qui sont cachés. Il y a aussi la théorie du complot qui a fait beaucoup parler, beaucoup d'encre, qu'on dit que parce qu'ils voulaient fusionner complètement, parce que l'alliance, c'est pas vraiment c'est plus une fusion stratégique, une alliance, comme dit son nom. C'est pas une fusion des deux entreprises. Les deux entreprises s'appartiennent elles-mêmes à un certain pourcentage, en fait. C'est un montage financier assez complexe, en fait, l'alliance Renault-Nissan. Et bien ils voulaient faire une fusion complète, si tu veux, des deux entreprises. Et soi-disant, il y a eu des rumeurs que le management japonais voulait le liquider, en fait, trouver une façon. C'est possible que ce soit le cas, euh, mais ça n'empêche que tu as quand même commis une faute, si tu veux. C'est quand même le fond de l'affaire reste autant. Les raisons sont peut-être déloyales, je te dirais, sont peut-être malveillantes, mais le fond de l'affaire reste exactement le même. Tu vois, c'est tout le roman se base vraiment là-dessus, et les raisons de son inculpation aussi ont été derrière là-dessus. Alors, tu vois, il avait fait une conférence de presse à Beyrouth, justement, avec devant beaucoup de confrères, en tout cas de confrères journalistes, tu vois, même si évidemment à notre niveau, on n'est pas reconnu dans cette profession-là. Et tu vois qu'on a engagé évidemment
la discussion avec Carlos Ghosn, et c'est vrai que plusieurs, en tout cas, reporters soulignaient quand même peut-être le manque, si tu veux, de respect de la loi, en fait, tout simplement, de Carlos Ghosn en s'échappant, en dérogeant complètement au droit, en fait, aux règles. C'est comme une évasion de prison, en fait, finalement, ce qu'il a fait. Absolument. Ce qui est illégal, évidemment, et puis je pense que s'il retourne au Japon, ça risque de lui coûter très très cher. Après, je pense que pour la blague, et j'en parlais justement avec plusieurs personnes, ça a été, je pense surtout quand c'est sorti en 2018, pendant l'hiver, j'ai eu l'occasion d'en parler avec plusieurs de mes proches. Ce serait très drôle quand même pour la private joke qui revienne au Japon en tant que ministre libanais, genre avec un passeport diplomatique. Ce serait quand même pour la running joke, ce serait quand même drôle. Après, je pense pas que ça va arriver parce que malheureusement, il a trop, encore une fois, la merde au cul. Là. Encore une fois, excuse-moi pour le jargon un peu vulgaire, mais il y a, comment dire, il y a trop de, si tu veux, d'éléments qui font que aujourd'hui sa culpabilité est quasiment certaine. Elle n'est pas encore prouvée devant les tribunaux, elle n'a pas été encore rendue. Il n'y a pas une justice qui a été rendue, mais c'est vrai qu'il y a énormément d'éléments qui prouvent que malheureusement Carlos Ghosn, il a fait des erreurs gravissimes et qui, je pense, vont lui coûter évidemment très très cher, notamment le droit de pouvoir voyager étant donné qu'il est recherché par Interpol. Il y a une fiche qui a été émise contre lui et qu'il doit rester dans les frontières du Liban, qui est quand même pas le pays le plus grand du monde là. Absolument. Donc à suivre sur ce sujet, encore une fois, longuement attendu depuis, je crois, la saison 1 de mémoire. Mais effectivement, on aura le temps d'en parler davantage, comme toujours, là, sur des sujets qui sont en évolution, si jamais il y a de grands développements. Mais d'ici là, commençons le deuxième segment de l'épisode, l'instant économie. Parfait. Donc, sujet, encore une fois, on change complètement de registre, on se le cachera pas. Complètement. Complètement, mais un sujet qui était quand même assez intéressant, qu'on avait déjà un peu réfléchi aussi avant même tout ce qui se passe présentement en Ukraine, parce que c'était quand même assez intéressant. On est quand même relativement intéressé par le monde de l'aviation, que ce soit commercial ou de cargo, et on s'entend que quand on parlait de toutes les logiques de chaîne de production, il y avait quand même un hub qui revenait toujours dans les discussions et qui présentement est bien évidemment encore plus à l'avant-scène, qui est le fameux hub de Anchorage en Alaska. Et un peu le retour justement de ce hub-là comme étant un hub important, certes de cargo, mais peut-être, et encore une fois on dit le peut-être est très clé dans la discussion qu'on aura aujourd'hui, là, mais peut-être également au niveau commercial. Donc pour votre info, assez rapide, là, Anchorage est considéré comme étant 90% de distance aérienne, entre guillemets, raisonnable de tout le industrialized world, comme ils vont dire, là, donc du monde industrialisé. C'est des vols de près de 9,5 heures, je crois, là. En général, sur de 90% du monde industrialisé, c'est en plein milieu entre New York et Tokyo. Et encore une fois, on vous parlera un peu de la logique pourquoi est-ce que le cargo présentement est encore énormément utilisé, là, que ce soit FedEx et compagnie qui font des vols, vous le savez, là, à peu près à chaque nuit pendant qu'on dort tranquillement, il y a une quantité absolument astronomique d'avions de FedEx, de UPS, you name it, qui passent entre autres en partie par Anchorage. Donc Anchorage très fort sur le commercial. D'ailleurs, à l'époque, encore une fois, avant de parler de pourquoi est-ce que ça revient sur le sujet, c'était aussi un des points d'arrêt clés du fameux Antonov ou des fameux Antonov, étant donné qu'il y avait deux versions. Mais le plus gros Antonov qui a d'ailleurs été détruit, on le rappellera, par l'armée russe, mais qui était reconnu pour faire des arrêts par Anchorage lorsqu'il faisait entre autres des destinations vers tout proche de chez nous, Mirabel, entre autres, lorsqu'on avait besoin de denrées et de produits justement pour combattre la pandémie. Donc, il y a eu plusieurs vols du fameux Antonov qui arrêtaient dans la côte est canadienne et américaine, qui arrêtaient par Anchorage. Bref, trêve de pourquoi est-ce qu'Anchorage est un hub commercial clé pré-Ukraine. Maintenant, pourquoi est-ce qu'on en reparle davantage? Eh bien, c'est beaucoup lié à ce qui s'est passé. Donc, on sait qu'il y a plus de 30 pays là, qui ont banni la Russie de leurs espaces aériens, et la Russie a bien évidemment répondu du tac au tac en bannissant également ces pays-là de leur zone. Qui dit la Russie qui bannit ces pays-là dit c'est pas un petit pays, la Russie étant le plus grand pays au monde, et aussi un pays qui était absolument clé pour le passage des pays, entre autres européens, vers l'Asie. Et là, on se retrouve avec la Russie qui est techniquement non disponible pour le transport aérien. Quelle alternative est valide si l'on désire ne pas faire des vols qui prennent en moyenne de 2 à 3 heures de plus, par exemple, pour se faire un bon vieux Londres-Tokyo, par exemple? Mais qu'est-ce qui peut être fait? Eh bien, une escale à Anchorage peut être intéressant, et c'est là où il y a, et je vais te passer la parole là-dessus, Gab, mais c'est là où autant pour le cargo que pour les vols commerciaux,
il y a un intérêt à un certain point à ne peut-être pas utiliser les capacités très bonifiées, on s'entend, de l'aviation civile actuelle, où les appareils sont très efficaces pour faire des vols longue distance de plusieurs heures. On s'entend, là, du 9 heures, c'est pas anormal maintenant, continu, là. Mais le coût du gaz pour des longues distances peut être, à la limite, il y a un débat à faire. Est-ce que c'est plus intéressant de faire mi-chemin vers Anchorage et de refuel que de le faire d'un seul et même coup en termes de coût par kilomètre, par exemple, ou par mille parcouru dans l'air? Il y a quand même cet intérêt-là. Comme, c'est sûr, cargo, c'est justifié, ça a toujours été le cas. Mais commercial, il y a quand même ce débat-là, sachant maintenant que la Russie est fermée, qu'on est un peu digne au retour de l'URSS, et c'est peut-être, Gab, vers ça que tu voulais nous faire une trame. C'est un peu un retour vers l'URSS, c'est un retour vers Anchorage a existé, et Anchorage était sur la map à l'époque, parce que pendant la période de l'URSS et l'inefficience des anciens appareils, là, en termes de vol longue distance, tout le monde arrêtait par Anchorage, là. Exact, exact. Et surtout les destinations, je dirais, plus au nord de l'Europe, en fait. Bon, dans le cas, si tu veux, des vols transpacifiques, si tu veux, la logique de s'arrêter par Anchorage s'applique pas vraiment, étant donné que, bon, par exemple, un vol entre Los Angeles et Tokyo, qui sont souvent des destinations assez prisées, ou par exemple Shanghai ou Hong Kong, qui sont souvent des hubs importants, ou même Singapour, si tu veux, maintenant la plupart des avions aujourd'hui sont capables de pas avoir besoin de refuel, si tu veux. On est arrivé, si tu veux, dans une génération aussi d'avions qui sont tellement efficients, si tu veux, au niveau de l'utilisation de l'essence, qui est vraiment la métrique la plus importante de la rentabilité d'un avion, qu'aujourd'hui, bah, tu n'as pas besoin de refuel, si tu veux, tu n'as pas besoin de faire cet arrêt inutile qui était le cas de Anchorage, et qui a fait que aujourd'hui c'était une place importante. Euh, Évidemment, la question se pose beaucoup plus maintenant pour les vols européens, parce qu'on sait que, par exemple, un vol qui va faire, exemple, Stockholm, par exemple, Shanghai, eh ben, la plupart du temps, il passait par l'ancienne Union soviétique, hein. On le sait que durant le temps de la guerre froide, l'espace aérien soviétique était bloqué aux avions qui ne provenaient pas des pays du bloc de l'Est, donc des pays dits socialistes ou les démocraties populaires. Donc, c'était notamment fermé d'ailleurs c'est ça, aux avions des grandes compagnies comme par exemple Air France ou par exemple Alitalia, bref toutes les compagnies, ou British Airways qui étaient quand même les plus importantes, et ce qui faisait que la plupart des gens passaient par Anchorage, en fait par le nord, en fait par la route du nord, un peu comme la route du nord-ouest, hein. D'ailleurs on en avait parlé il y a Absolument, le quelques passage, ouais. années, le passage du nord-ouest avec qui devient, si tu veux, un atout stratégique. Bah, on revient, si tu veux, à un espèce de nouvel atout stratégique, bah, depuis qu'on a commencé à parler de restrictions sanitaires et de restrictions de vol qui sont parfois accordées par l'espace économique, l'espace aérien russe, qui est limité aussi au nombre de compagnies qui ont le droit de le survoler. Ça, c'est super important. C'est une arme de négociation hyper importante, l'espace. Et justement, la vidéo de Wendover met beaucoup d'emphase là-dessus. Donc, c'est pour ça qu'on vous recommande d'aller la regarder. Euh, Justement, sur ce pouvoir logistique et de négociation qu'est l'espace aérien russe. Parce Je crois que qu'évidemment, si je me trompe pas, puis ça tu me corrigeras de mémoire, c'est il y a un seul droit par pays, entre autres. Donc il y avait plusieurs enjeux avec des compagnies, justement, entre autres, là, je me souviens pas, mais entre autres, la Grande-Bretagne avait un enjeu majeur parce qu'il y avait plusieurs compagnies qui voulaient avoir le droit, mais ils ne pouvaient pas, donc certaines s'enregistraient dans un pays qui n'avait pas forcément comment dire, de principal ou ouais, d'entité genre, nationalisée, entre guillemets. exact, ils sont enregistrés par exemple à l'île de Man ou dans des pays genre tiers juste pour avoir un faux pays, tu vois, un faux. Un peu comme les bateaux, tu sais, avec les pavillons de complaisance, c'est la même chose. Mhm. Si tu veux, par exemple, la Mongolie qui a un pays, un port d'attache, même si tu vois, il y a pas vraiment, si tu veux, de comment dire, d'espace évidemment maritime mongol évidemment. C'est un peu, c'est pour les mêmes raisons, mais d'ailleurs ces demandes-là, la plupart du temps, ont été refusées, hein, parce que la plupart du temps, c'est plus des compagnies flagship qui ont le droit de traverser l'espace russe, par exemple Air France, British Airways, Alitalia, etc., qui ont le droit, ou par exemple, évidemment, pardon, c'est Lufthansa, je la crois. Lufthansa, exact, la Lufthansa, KLM, etc. Vous les connaissez toutes, là. Toutes les compagnies, si tu veux, flagship de la plupart des pays européens, ou aussi, je crois, Delta Airlines aux États-Unis, là, mais bref, c'est un atout de négociation évidemment très important, cet espace aérien russe. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, bah là on est dans une situation qui est compliquée. Soit tu passes, si tu veux, tes avions par exemple entre, imaginons Berlin et Shanghai,
soit t'as pas le choix de passer au-dessus de la Géorgie pour repasser au-dessus des pays comme le Kazakhstan, le Turkménistan, sachant que tu peux pas passer par l'Iran parce que pareil, il y a des restrictions au niveau du survol de l'espace aérien iranien. Puis ensuite, tu es obligé de repasser au-dessus de la Chine. Donc c'est toujours une complexification aujourd'hui des transports qui font penser que l'option d'anchorage, comme à la vieille époque, redevient intéressant, sachant que aujourd'hui, on est dans la même logique, si tu veux. Tu peux plus vraiment survoler la Russie pour des raisons évidemment militaires avec ce qui se passe en Ukraine. On va pas en reparler, on en a déjà parlé 2 fois, c'est toujours en cours. Évidemment, c'est des enjeux de puissance très importants. Et le fait de passer donc du coup par l'option anchorage devient pertinent, je te dirais, surtout pour les destinations du Nord. Par exemple, revenons à mon vol Stockholm ou Berlin vers Shanghai. Bah, tu pourrais penser par exemple à passer vraiment vers le nord, vers le Groenland, en suivant un arc évidemment qui est direct. Tu le sais d'ailleurs, souvent quand tu prends l'avion, souvent ta trajectoire elle est jamais droite sur la carte parce que Absolument. la carte elle est pas la On projection. l'oublie, hein, on l'oublie. C'est pas Exact, juste du 2D, hein, on l'oublie presque, mais exact, effectivement, exact, parce que ce que il tu y a des inefficiences et des efficiences effectivement liées au transport par le nord. Et tu l'as bien dit, la logique de la Russie, encore une fois, on l'oublie, mais en bon anglais, un shortcut assez évident. Surtout, t'en as nommé plusieurs, là. Les pays scandinaves, c'est certain qu'il y a des problèmes assez notoires. Ils n'ont pas le choix de passer par le nord, tu l'as dit. Les pays de l'Europe centrale, là, par exemple, on part de Paris, ils ont le choix de passer par le sud, ils ont le choix de passer par le sud, les Dubaï de ce monde, etc., qui ont, à la limite, aux besoins des hubs qui sont tout à fait fonctionnels, on s'entend, là, c'est un classique quand on part de l'Amérique pour partir vers l'Australie, on n'a presque pas le choix. Là. Donc ça, c'est certain que pour les pays de l'Europe, de l'Ouest, ça fonctionne très bien, mais les pays scandinaves, c'est un beau débat et c'est aussi des pays pour lesquels il n'y a pas autant... À mon avis, encore une fois, c'est pas des marchés qui ont nécessairement le secteur de l'aviation le plus simple. Il n'y a pas une base de population qui est énorme, il n'y a pas non plus un nombre de vols qui est énorme, donc c'est pas comme s'il y avait une facilité justement avec un nombre de vols et avec des volumes, etc., de pouvoir faire de la marge ou de pouvoir faire des ajustements. Les compagnies aériennes de ces pays-là, scandinaves, entre autres, ont un peu les mains liées et les options que ces compagnies-là ont sont quand même limitées, donc c'est là où Anchorage, sachant aussi qu'on se le cachera pas, les coûts pour atterrir un avion à Anchorage et tous les services, etc., sont quand même assez faibles parce que sans ça, Anchorage, on rappelle, il se passe pas grand-chose sinon à part du cargo. Donc, la flexibilité qu'offre Anchorage, et je lisais des trucs sur justement là, le responsable directeur là, des communications, je pense, de cette place-là, qui disait justement qu'ils étaient prêts à accueillir et qu'ils n'allaient pas faire un hike dans les coûts de service, par exemple, pour un avion au sol à Anchorage, et que, si je me trompe pas, là, c'est presque une personne sur, j'avais sorti la statistique, là, mais Anchorage dépend là, pour son aéroport, là, je pense que c'était une personne sur, je sais plus combien, je retrouve la stats, là, mais à quel point est-ce que tout pourrait revirer d'un coup si les compagnies commerciales d'aviation ont besoin d'atterrir à Anchorage facilement, ils peuvent revirer ça de bord et effectivement être tout à fait disponible pour que tout revienne un peu comme la période de l'ère soviétique. Donc, encore une fois, c'est pas fait. Et comme on disait, il y a beaucoup d'astérix qui sont importants à mettre sur le fait que le commercial ne va probablement... vraisemblablement, ça n'arrivera pas. C'est une option qui est sur la table. On sait qu'avec la hausse du coût du kérosène, avec les enjeux, encore une fois, s'il y a une hausse, encore une fois, assez intéressante du transport post-COVID, on s'entend. Est-ce que la réflexion pourra tomber? Oui. Mais on s'entend qu'il y a plusieurs défis qui peuvent entraîner si oui ou non cette décision va arriver. Le cargo, comme on l'a dit, c'est un cas logique et ça a toujours été le cas. Il risque d'avoir davantage, selon moi, de vols de cargo qui vont arrêter par Anchorage parce qu'on l'a dit, le poids lié au cargo fait en sorte que le coût de faire un vol, par exemple, de 9 heures continu par rapport à faire un vol de 4h30 et d'un autre 4h30, par exemple, en passant par Anchorage, mais au final, ça coûte moins cher de kérosène parce que ça coûte une fortune lorsqu'on fait des milles continus par rapport à l'arrêté pour du cargo. Selon ce que j'ai lu, encore une fois, les preuves sur du commercial ne sont pas prouvées, donc on ne peut pas parler qu'il y a réellement une efficience parce que, tu l'as bien dit Gab, souvent les avions cargo sont parfois des avions un peu plus vieilles, de plus vieille génération, qui sont probablement moins efficients, encore une fois, en termes de consommation d'essence par rapport aux vols commerciaux en général des compagnies, surtout les compagnies de l'Europe de l'Ouest, c'est souvent du bon vieux Airbus ou du bon vieux Boeing récent, et puis c'est hyper efficient, ça consomme à peu près rien. Donc c'est sûr même que, encore si une fois, c'est quand même un tiers des émissions de CO2, je crois, dans à le peu monde. près rien, à peu près rien en termes C'est compris. efficience, en termes environnemental, on pourrait effectivement partir un autre débat sur le fait que effectivement on devrait tous rester chez soi parce que le bon vieux vol avec à peu près 38 personnes qui part à minuit pour faire Montréal-Charles de Gaulle,
peut-être qu'en termes écologiques, c'est pas super intéressant, puis on peut bien dire qu'on égalise les droits carbone, l'utilisation carbone, avec le billet d'avion. C'est tout un autre débat, effectivement. Mais tout ça pour dire que je crois que Anchorage a son intérêt. Le cargo va être en haut, c'est certain. On a déjà entendu parler que FedEx pensait investir, là, encore une fois, dans leur secteur. Là, presque, on s'entend, là, il doit y avoir, comme FedEx, là, dans plusieurs aéroports un peu stratégiques, ils détiennent presque le tiers de l'aéroport au final quand on regarde, là, en termes de hub. Là. Donc selon moi, le hub commercial va continuer à grandir énormément avec justement la fermeture de l'espace aérien russe. Niveau commercial, j'ai bien hâte de voir. En fait, j'ai presque le goût de regarder un Flight Radar presque en continu là, pour voir quand est-ce que le premier vol commercial, par exemple, d'un pays scandinave arrêterait par Anchorage, parce que je crois que il va y avoir des tests qui vont être faits par les compagnies aériennes. On s'entend, c'est du continu et ils sont prêts à s'ajuster très rapidement dans le but, encore une fois, que ça coûte moins cher de faire voler une personne du point A au point B. S'il y a bien des compagnies qui sont capables de se revirer sur un dixaine, comme on dit encore une fois en bon québécois, c'est les compagnies aériennes. Ils ont besoin de faire ça. Donc j'ai bien hâte de voir qui va le tester et encore une fois, quel sera le résultat au final en termes de coût là, pour ce vol. Puis on verra la suite encore une fois, surtout dépendamment si le conflit, on l'espère, va arrêter rapidement. Mais si ça perdure, à voir. Oui, après, ça va être drôle de voir, tu l'as bien dit, là, la carte des vols entrants et sortants d'Anchorage. Ce qui est assez drôle, en fait, dans l'industrie du cargo, puis ça, je voulais juste revenir là-dessus quelques instants. La raison pour laquelle, en fait, le cargo, le seuil de 4h30 est intéressant, de ce que j'ai compris, encore une fois, de ce que j'ai lu aussi sur le net, c'est le poids, en fait, de l'essence. Parce que transporter de l'essence fait consommer de l'essence, en fait. Tu as comme un espèce de seuil mort d'efficience énergétique qui se situe, en tout cas pour les avions cargo, à peu près à 4h30. Donc c'est d'où l'intérêt, si tu veux, d'avoir un espèce de point d'arrêt dans lequel d'ailleurs tu pourrais trier les colis aussi en amont. Donc à voir quel intérêt logistique va se faire. Deuxième point, c'est que souvent l'industrie, et je pense que tu l'as bien souligné, JP, l'industrie de l'aviation est peut-être l'une des plus efficientes au monde. Je vais peut-être surprendre quelques personnes, mais l'industrie de l'aviation, c'est justement une des rares industries qui est capable d'avoir énormément de data sur la consommation d'essence, sur le nombre de billets, sur, par exemple, ça a été très critiqué, mais le surbooking, tu sais, le fait de vendre plus de places que tu possèdes, Ouais. en sachant statistiquement que tu as, je sais pas, 5 personnes par vol qui vont pas se présenter, et que c'est mieux de payer malheureusement un petit cadeau au client plutôt que éviter de survendre ce nombre de places. Tout est fait, si tu veux, pour justement gagner évidemment plus de sous. L'utilisation, par exemple, de moteurs intelligents, etc., et de technologies, si tu veux, de vol très complexes. On sait qu'aujourd'hui, l'aviation répond aujourd'hui à des demandes aussi, puis il y a une demande constante qui est de plus en plus importante, même si, bon, on va passer, la pandémie a évidemment énormément ralenti le trafic aérien, de même près de 80%, si je me souviens bien, dans la plupart des aéroports dans le monde, surtout durant l'année 2020. 2021, ça a commencé à repartir, mais on est à des années-lumière, évidemment, de la demande de transport aérien par rapport à c'était le cas, par exemple, en 2019, où ça avait été d'ailleurs l'année la plus intéressante, en fait, jamais effectuée, si tu veux, pour le trafic, pour le transport de passagers, en tout cas. Euh, il faut avouer que les prix des hydrocarbures, comme il était aussi assez bas, il y avait un mix, si tu veux, qui était intéressant, si tu veux, dans la balance. Ce qui faisait que, bon, aujourd'hui, là, on est un peu dans la chenoute, pour pas reprendre une expression, pardon, québécoise. Et je te dirais le dernier point aussi qui était intéressant, parce que c'était une stat que j'ai retrouvée un peu sur le net. En Corée, il faut rappeler que c'est un peu rien aujourd'hui. Hein. À l'époque, en fait, avant les années 90, en Corée, j'étais une ville principalement développée pour sa base, si tu veux, aérienne. Et aussi parce que tu as de l'industrie pétrolière de l'Alaska qui est assez puissante. C'est la plus grande ville, en fait, de l'Alaska, Anchorage. C'est la raison pour laquelle, si tu veux, c'était le point central, en fait, et que géographiquement était bien situé. Mais la question, c'est comment ça va redynamiser la ville qui aujourd'hui est un peu à l'agonie. Anchorage, c'est même pas 300 000 habitants. Pour te donner une comparaison, c'est la ville de Saskatoon au Canada. C'est la ville d'Orléans en France. Et tu vois, j'ai rien contre Saskatoon ou Orléans. Orléans, pour tout te dire, je suis né. Donc, je manque pas de respect, évidemment, pour eux.
Mais c'est pas grand-chose aujourd'hui par rapport aux grandes villes américaines qui peuvent compter plusieurs dizaines de millions d'habitants, comme par exemple New York ou Chicago ou Los Angeles, etc. Donc, à savoir quel va être l'impact économique sur la région, je pense que c'est ce qui risque d'être intéressant. On en avait déjà parlé il y a pas longtemps, mais avec le Texas qui se redynamise. Est-ce que l'Alaska va se redynamiser par l'augmentation des hydrocarbures, puis l'arrivée de ces avions-là, si jamais ça arrive? En tout cas, pour les avions passagers, c'est Absolument. encore à démontrer. Pour le cargo, il semble y avoir une tendance qui fait que ça recommence à devenir intéressant. À voir comment ça va se passer. Exactement. Puis j'ai retrouvé la stat d'ailleurs pour la logique justement d'Anchorage. C'est une personne sur 10 qui travaille dans un emploi lié à l'aéroport, justement, pour vous donner une ampleur à quel point, un, c'est Ouais, petit et c'est deux, fou. à quel point, justement, ça peut avoir un impact assez notoire si le moindrement soit l'industrie du cargo ou bien avec Astérix, le commercial, est en croissance ou revient encore une fois vers Anchorage, ça peut quand même tout changer. Et on le dit, on a fait plusieurs épisodes là-dessus, mais dans la logique de la chaîne logistique, est-ce que Anchorage pourrait devenir encore plus qu'elle est déjà de manière très encore une fois, outsider. On n'entend pas beaucoup parler d'Anchorage, mais est-ce que ça pourrait devenir un vecteur clé dans la période conflit face à la Russie, face aux sanctions russes? Est-ce que ça pourrait devenir encore plus un vecteur clé de la chaîne d'approvisionnement 2.0 qui est en réflexion présentement, qui est en travail après les pénuries et les problèmes qu'on a mentionnés dans les dernières semaines, dans les derniers mois, que vous l'avez vu, là, qui fait en sorte qu'il y a encore une fois des problèmes d'approvisionnement assez évidents présentement. Donc, à voir si Anchorage ne deviendra pas justement un hub assez notoire encore plus qu'il l'était et un peu digne de ce qu'il était encore une fois dans la période de l'ex-URSS. Donc, sujet encore une fois un peu outsider, mais c'était quand même assez intéressant. Du très bon contenu aussi, comme tu l'as dit, le Wendover a fait un super bon épisode dans le passé là-dessus, qui justement montrait l'ampleur que Anchorage pourrait avoir. Donc, à suivre. Mais c'est ce qui va conclure l'épisode d'aujourd'hui du podcast. Merci à nouveau pour vos écoutes. Je te laisse, comme toujours, Gab, faire le mot de la fin sur où est-ce qu'on peut nous retrouver au niveau des plateformes et où est-ce qu'on peut aussi laisser des commentaires, sachant, encore une fois, ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait, là, mais que, encore une fois, le temps passe, les semaines passent, on publie toujours un épisode par semaine. Mais les plateformes de podcast sont toujours excellentes pour écouter, pour mettre des étoiles et tout, mais pour les commentaires, on n'y est pas. Spotify, Apple Podcasts et compagnie. Il y a du rattrapage à faire. Je sais très bien que les CEO et les gestionnaires de ces magnifiques compagnies listées-là ne nous écoutent probablement pas. Oui, Mais je veux malheureusement. quand même le soulever par-ci par-là que effectivement, en fait, je continue, je suis bien parti, là, mais si vous avez des commentaires à nous faire, toujours l'adresse courriel ou bien YouTube qui est littéralement là presque uniquement pour que vous puissiez justement laisser des commentaires, des questions, etc. Laissez un like également tant que vous y êtes et abonnez-vous à la chaîne pour avoir les notifications, ça peut être assez intéressant. Sinon, comme on l'a dit, les plateformes de podcast comme toujours, Spotify, Apple Podcasts, Overcast, etc. On est disponible comme toujours et comme j'ai dit, ça s'est beaucoup amélioré. Donc le système des étoiles a un très bel impact sur la disponibilité du podcast pour d'autres personnes, je crois. Là, c'est un peu du référencement croisé là, par des algorithmes comme YouTube l'était. Donc n'hésitez pas à aller mettre des étoiles ou un nombre des pouces, je ne sais pas comment ça fonctionne, dépendamment des plateformes sur lesquelles vous nous écoutez. Mais n'hésitez pas effectivement à le faire, là, ça nous aide également. Partagez le podcast, comme on l'a dit, là, on est un podcast qui est fait avec grand plaisir et qui est toujours basé, là, non pas sur de la grande publicité faite sur des billboards à Paris et à Montréal, mais plutôt par du bouche à oreille et de la recommandation. Là. Donc si vous avez apprécié, n'hésitez pas à le partager à vos amis et à vos proches qui s'intéressent également à la finance et qui, comme on l'a dit, veulent faire partie de ce que Gab et moi avons lancé, qui est justement une discussion, que ce soit entre nous, mais également qui vous implique. Donc, c'est toujours un plaisir de vous inclure, même si vous n'êtes pas directement présent, mais de vous inclure également, là, de Dans la partager le plus discussion, possible exactement, de vous inclure dans la discussion en ayant, comme on l'a dit depuis quelques semaines, surtout des opinions qui sont assez opposées, Gab et moi, ce qui rend les choses intéressantes. En général, on s'entend sur la majorité des choses, mais les sujets actuels ne nous amènent pas forcément à s'entendre, donc on sent qu'on couvre un petit peu plus large notre histoire et vos opinions que vous avez respectivement en nous écoutant. ouais, Donc, ben là, sur ce, je pense que JP, ouais, tu m'as coupé effectivement le mot effectivement, ben, tu sais, on le mais j'en rappelle, hein, prends. on a toujours dit un peu la même logique. Je fais un peu mon Nagui avec l'introduction, donc pourquoi pas faire le Nagui à la sortie. Là, Why donc not? voici c'est Nagui que je respecte énormément. On le salue d'ailleurs s'il nous écoute. Et voilà, donc à la limite, on pourrait faire une tangente pour la saison 4 qui est à nos portes à partir de l'été prochain. Et le 2 ans d'ailleurs du podcast, qu'on change les rôles et que tu fasses l'intro et que je fasse la conclusion. À suivre encore une fois, mais sur ce et d'ici là on vous souhaite déjà une bonne semaine et on vous reparle assez rapidement. Bonne semaine à tous, salut.